Le monde est en train de partir en chaos et moi je suis en train de travailler sur des sacs qui valent des milliers d'euros pour des gens qui sont très privilégiés. Et j'ai eu un peu une quête de sens à ce moment-là. J'ai l'impression que je peux avoir beaucoup plus d'impact en créant mes propres projets qu'en travaillant pour quelqu'un. C'est quoi le next step au niveau de ton corps? Qu'est-ce que tu peux tester avec lui pour l'honorer davantage, quoi? Si tu prends pas soin de ta santé, ta boîte elle peut pas marcher parce que tu t'épuises en tant que fondateur et après t'as plus l'énergie pour gérer ta boîte, t'as plus les bonnes idées. Moi j'ai vachement cette question-là, c'est qui tu peux être quand t'es en forme, qui tu peux être quand tu crois en toi, qui tu peux être quand t'as l'esprit qui est clair et à quel point tu peux réaliser des choses. Et puis ça va tout dans la même direction. Ouais, Si tu vas bien, le business va bien. de prime abord tu te dis ok c'est quoi le grand secret ou c'est quoi la recette miracle qui va faire que ça va marcher, mais en fait il n'y a pas de recette miracle, c'est juste plein de petits trucs. Si tu les fais assez longtemps, tu vas avoir la transformation sur ton corps. Salut Mona, trop contente que tu sois là. Hello Isabelle, merci beaucoup pour l'invitation. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ton parcours, de la boîte que tu as montée à 23 ans et de tes routines qui t'aident avec tous tes projets actuellement. Est-ce que tu peux peut-être déjà te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Carrément, du coup, moi je suis Mona, j'ai 29 ans aujourd'hui et je suis entrepreneur depuis que j'ai 23 ans, donc ça fait bientôt 6 ans, si je sais bien calculer. Et donc j'ai eu une première boîte qui était une marque de vêtements upcyclés, donc qui a marqué le début de mon aventure entrepreneuriale, qui a duré 4 ans, où on est allé assez loin avec notamment l'émission Qui veut être mon associé. Et j'ai fermé la boîte, il y a 1 an et demi avec une liquidation judiciaire, donc ça a été aussi un tournant aussi dans l'aventure. Et depuis, je fais pas mal de projets, autour, du mindset, de l'entrepreneuriat, du business. J'ai un podcast qui s'appelle Note à moi-même et j'accompagne aussi des femmes entrepreneurs sur divers sujets. Ah, super. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière, au moment avant de lancer ta marque Risap, tu pensais quoi à ce moment-là? Parce que moi, je t'avoue, moi, 23 ans, je pensais pas du tout lancer ma boîte. Tu vois, il m'a fallu quelques dizaines d'années. Donc, qu'est-ce qui se passait dans ta tête à toi à ce moment-là? En fait, j'ai toujours voulu, entreprendre, mais je me disais, tu vois, je ferai, 15 ans de carrière, dans un grand groupe et puis après, il y aura un moment où j'en aurai marre et puis, je quitterai tout pour, devenir entrepreneur. C'était un peu ça, l'idée que je me faisais, tu vois? Comme ça, c'était ton rêve de petite fille. Un jour, je vais devenir entrepreneur. C'est génial. Ouais, je sais pas, j'ai toujours voulu, monter mes propres projets, j'ai toujours voulu créer des choses, et c'est vrai que toutes les figures qui m'inspiraient, c'était des entrepreneurs. Mais voilà, je me disais, tu vois, j'avais quand même cette envie de travailler dans un grand groupe. Mon rêve de base, c'était de travailler chez Louis Vuitton, tu vois? Travailler dans le luxe, je pense que j'étais un peu la génération, les années 90 qui, rêvait d'être, responsable marketing dans le luxe. C'était un peu ça. Hem Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout fait pour, donc j'ai fait mes études scientifiques, j'ai fait une école d'ingénieur. Je suis rentrée chez Louis Vuitton, même. Donc j'ai tout bien fait pour que le plan se réalise et une fois que je suis arrivée là-bas, je me suis rendue compte qu'en fait, c'était pas, ce qui me faisait vibrer. Enfin, j'ai adoré, tu vois? Ça m'a appris plein de choses et je suis très reconnaissante aussi d'avoir, connu le monde de l'entreprise et de voir à quoi ça ressemble et cetera. Mais en fait, très vite, je me suis dit: «OK, je me vois pas, en fait, rester 10 ans là-bas et attendre que quelqu'un me donne l'autorisation de monter les échelons». Tu vois? Je me sentais vachement bridée et vachement bridée, ouais, par un système, où moi, en fait, j'avais envie de proposer plein d'idées, j'avais envie de créer, j'avais envie d'être libre et c'était beaucoup de contraintes et en parallèle, ça a été un peu une entre guillemets «une chance» pour moi, même si c'était un événement dramatique, mais le covid est arrivé à ce moment-là, en fait, ça faisait, plus de 6 mois que j'étais chez Louis Vuitton et en fait, le covid est arrivé et ça a été un peu le moment, déclic où je me suis dit: «Mais là, le monde est en train de partir en chaos et moi, je suis en train de travailler sur des sacs, qui valent des milliers d'euros pour des gens qui sont, très privilégiés», tu vois? Et j'ai eu un peu une quête de sens à ce moment-là, où je me suis dit: «Mais en fait, j'ai envie, d'impacter, j'ai envie que mon quotidien, il serve et d'être utile». Et donc ça a été, le moment où j'ai commencé à créer, Risap, dans ma chambre, en fait, pendant le confinement. Et je me suis dit: «J'ai juste envie de créer un projet qui a du sens, qui a de l'impact et qui sert ma génération». Et donc là, l'idée, c'était de créer des vêtements qui ne produisent aucune nouvelle matière, qui sont, dans les valeurs éthiques et écologiques et c'est parti comme ça. C'est incroyable parce que en fait, tu as travaillé pendant 6 mois à Louis Vuitton, c'est ça? Et en 6 mois, tu t'es dit: «Ben non, ça me convient pas». Il y a des gens qui
qui réalise ça au bout de 20 ans, toi, au bout de 6 mois? Ouais, bah, c'est vrai que je sais pas si le Covid n'était pas arrivé, je sais pas, tu vois, ce qui se serait passé. Parce que souvent je me dis: «Mais si le Covid n'était pas venu me faire un électrochoc, peut-être que comme beaucoup, tu vois, je me serais dit, "Bon, bah, je continue, je fais 5 ans, je fais 6 ans dans la boîte" et au final tu fais 10 ans et après, enfin, peut-être que j'aurais repoussé, mais je pense que c'est vraiment ce truc, le Covid qui a fait que j'ai eu l'électrochoc de vraiment être désalignée dans mes valeurs. Et donc j'ai très vite réalisé que ouais, c'était même pas en fait, c'était plus fort que moi, quoi. Mmh. C'était vraiment, j'ai envie de créer quelque chose et ça venait de mes tripes, quoi. C'était vraiment j'ai envie et je vais le faire, quoi. Et parle-nous un petit peu de cette aventure, à la télé, du coup, qui veut être mon associé? Ça s'est passé comment? Bah, c'était une sacrée aventure aussi parce que, bah, déjà toute la partie casting de Qui veut être mon associé, c'est vachement, c'est les montagnes russes, parce qu'on te dit, «Tu pris, puis t'es pas pris, puis tu sorti du casting, puis t'es es revenu dans le casting». Puis au final, on nous a prévenu, 24 heures avant qu'il fallait pas enfin, qu'on avait une date pour passer, donc on a tout préparé, hyper rapidement. C'est un peu, tu vois, comme si on a été poussés sur le plateau en mode: «OK, vas-y, faites votre pitch». Mais au final, ça s'est hyper bien passé et ça a été une super expérience, qui nous a amené énormément d'opportunités, énormément de visibilité et qui même, personnellement m'a forgée, tu vois? J'ai appris énormément de choses, sur ce qui était possible, en fait. Plus tu passes des échelons où tu te dis: «Non mais ça, c'est impossible de le faire» et tu le fais et plus tu prends confiance en toi et tu dis: «Mais en fait, il y a pas de limite». En fait, quand tu entreprends, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a pas de limite. Tu peux toujours aller dégommer, tous tes objectifs et tout est possible, quoi. Genre, tu crées ta réalité. Et j'imagine qu'il y a eu, que tu as rencontré du monde, hein, sur le chemin, qui t'ont permis de voir, que tout était possible, hein. Tu as des personnes en particulier, qui te viennent en tête? Bah, oui, j'ai rencontré beaucoup de gens sur le parcours et énormément. De toute façon, ça aussi, c'est un vrai sujet, c'est qu'un entrepreneur, il se fait jamais seul et en fait, quand tu entreprends, bah, c'est les rencontres qui te mènent d'un point à un autre. C'est des fois juste une phrase de quelqu'un qui va te débloquer sur un sujet. C'est quelqu'un qui te présente à quelqu'un qui va t'emmener, sur une nouvelle voie. Mais c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est des rencontres et c'est des opportunités, via les rencontres. Il y a énormément de gens qui m'ont inspirée dans mon parcours. Je pense à pour citer une qu'on a en commun, Ophélie, tu vois? Qui réussit super bien son business et qui le gère, toute seule. Ça, c'est vraiment, génial ce qu'elle fait. J'ai rencontré aussi pas mal de fondateurs de Juste, start-up. Ophélie De Zutter, Oui, donc Ophélie Desutter pour, et qui est coach business, qui est excellente dans ce qu'elle fait. Hem, je pense aussi à pas mal de mentors que j'ai eu quand j'ai eu ma start-up, notamment, Atem Setkaoui qui a été, un de mes mentors, pour, en fait cette histoire elle est géniale parce que c'est une personne que j'ai rencontrée alors que, j'étais pas encore vraiment entrepreneur, quoi. C'est un moment où j'avais juste créé le compte Instagram de Rissap, donc j'étais encore vraiment, personne, j'avais 23 ans, j'avais «rien fait» entre guillemets et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, Atem et qui a été mon mentor parce que c'est lui qui m'a vraiment, mis sur la voie de l'entrepreneuriat, qui m'a dit: «Bah, Rissap, ça peut vraiment devenir un vrai projet, fais-le». Il est devenu associé dans la boîte, il nous a expliqué tous les premiers trucs, tu vois? Comment tu crées ta société, comment tu trouves, un 1er contrat avec un grand compte, comment tu avances et il a été un vrai soutien même pour nous faire rencontrer, des fournisseurs dans le textile et cetera et donc je pense que c'est une des vraiment des clés de faire ces rencontres-là, qui vont t'amener, au niveau supérieur à chaque fois, quoi. mmh. Et du coup, le reste de l'aventure ISAP, au fil des années, ça donnait quoi? Bah, franchement, ça a été une aventure, incroyable parce que c'était vraiment, une aventure à notre image et ça, c'était fou parce que c'était vraiment centré sur l'humain. Donc nous, on avait une équipe et donc on avait une équipe qui était vraiment le moteur de la boîte et avec qui, bah, en fait, on s'amusait, on créait les projets qu'on voulait, on créait, les vêtements qu'on voulait, les expériences, on a fait des collabs avec Levi's, avec Lacoste, avec Etam, tu vois? Avec des marques de luxe aussi. Donc on a fait plein de projets qui étaient hyper stimulants et qui à chaque fois nous emmenaient à un step après l'autre. On était distribués aux Galeries Lafayette, à Stadium, à Printemps et donc tout ça, ça crée en fait vraiment une effervescence et du coup moi j'ai adoré, vivre l'aventure, et
apprendre autant. Parce que du coup, tu apprends tout le temps sur comment développer une boîte, le relationnel, comment faire du produit. Enfin, c'est vraiment, en fait, créer une marque, c'est vraiment multidimensionnel. Et du coup, c'est vraiment un MBA entrepreneurial parce que tu vois absolument tout ce que tu peux voir en termes de gestion d'entreprise. Et du coup, ça s'est fini comment, Rissap? Et donc, malheureusement, ça s'est fini avec une liquidation judiciaire parce que ça restait un modèle économique qui était très compliqué et pas très viable. Parce qu'on faisait du made in France, de l'upcycling en plus. Donc, c'est très coûteux en termes de production. Et tout ça, en fait, mêlé au contexte économique, aux difficultés d'avoir une structure avec des employés. On avait un atelier dans Paris. Et aussi, nos marges étaient trop faibles. Donc, en fait, au bout d'un moment, on courait après l'argent tous les mois. Au final, tu t'épuises en tant que fondateur. Et donc, je pense que c'est ça aussi une des plus grandes leçons, tu vois, que j'ai apprises. C'est vraiment la santé avant tout parce que tu t'épuises en tant que fondateur et après, tu n'as plus l'énergie pour gérer ta boîte, tu n'as plus les bonnes idées. Ton taf, c'est de prendre des bonnes décisions. Bah, quand tu es épuisé, tu prends plus des bonnes décisions, tu n'as plus de vision. Et donc, progressivement, bah, la boîte s'effondre petit à petit. Et donc, au final, on a dû fermer la boîte parce que, bah, pour toutes ces raisons-là qui faisaient que, d'un point de vue trésorerie, ça devenait trop short. Mais tu t'en rendais compte au fur et à mesure des semaines, des mois, que ça Ouais, allait pas ou t'espérais quand même redresser la barre? bah, il y a toujours de l'espoir, bien sûr, tu dis toujours ça va aller. C'est très dur, en fait, d'accepter et de faire le deuil d'un projet que tu as lancé, surtout quand c'est le premier, je pense. Du coup, forcément, il y avait toujours de l'espoir et il fallait vraiment qu'on soit au pied du mur pour accepter l'idée de fermer. Mais bien sûr, je le voyais venir. Les temps de récupération étaient de plus en plus longs. La fatigue était de plus en plus présente. J'avais de plus en plus de mal à avoir des nouvelles idées. Et donc, je sentais, il y avait pas mal de signes avant-coureurs aussi. Tu vois, je me rappelle d'un jour où j'étais rentrée chez moi. Ça fait 5 ans que j'habitais au même endroit. Et j'arrive en bas et je devais taper le code du bâtiment, tu vois, et j'avais oublié mon code. Et c'est plein de petits trucs comme ça, tu vois, de mémoire, de fatigue et tout, qui te font dire, OK, là, il y a un truc qui va pas. Et si toi, t'es trop épuisé, bah, ta boîte, elle va dans le mur. Et à aucun moment tu t'es dit non mais finalement Vuitton c'était pas mal, hein? Non. Non, mais après, enfin, j'ai adoré travailler chez Vuitton dans le sens où ça m'a appris énormément de choses, même pour après pour ISAP, etc. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais redevenir salariée. Ouais. Au contraire, ça t'a donné encore plus envie de réussir. Ouais, ouais, c'était. En fait, ça n'a jamais été une option, même quand j'ai fermé ISAP et tout. Vraiment, le retour au salariat, ça n'a jamais été une option parce que, en fait, je pense que aujourd'hui, ça colle pas avec ma vision de la vie où j'ai envie de créer plein de projets, j'ai envie d'être libre. Et juste, tu vois, le truc du lundi au vendredi, c'est trop contraignant, je trouve. Donc pour toi la liberté c'est quoi? Donc c'est les horaires, c'est les jours? Et ouais, c'est les horaires et puis en fait, il y a la liberté financière, il y a la liberté géographique, il y a la liberté temporelle aussi, faire ce que tu veux quand tu veux. Il y a tout ça, tu vois, et puis il y a la santé, enfin, il y a pas mal de choses. En fait, c'est surtout que j'ai l'impression que je peux avoir beaucoup plus d'impact en créant mes propres projets qu'en travaillant pour quelqu'un. Parce que si je travaille pour quelqu'un, il y a toujours ce truc de bah, légitimité, mais en fait, tu vois, à l'époque, j'avais que 23 ans, donc en fait, à 23 ans, tu vas jamais avoir un gros poste dans une énorme boîte. Et donc, tu vas juste rester un pion qui va exécuter des trucs, tu vois. Et en fait, je me disais, si je crée ma propre boîte, je peux avoir 1000 fois plus d'impact, je peux avoir ma voix, je peux diffuser mes messages, je peux créer du contenu. Et en fait, là, j'ai 29 ans, donc tu vois, dans le monde salarié, c'est trop jeune pour faire des trucs. Donc c'est ça aussi un peu mon raisonnement. Et moi je t'ai connue il y a quelques mois en tant que ghostwriteuse LinkedIn, hein. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé en fait entre la fin de Rissap et puis comment tu t'es lancée sur LinkedIn en tant que ghostwriteuse? Et bah, quand j'ai fermé Risap, en vrai, la chance que j'avais, c'est que j'avais déjà une communauté sur LinkedIn et sur Instagram. Et C'est-à-dire donc, que tu as lancé tes réseaux justement pour promouvoir Rissap, c'est ça? ouais.
Et du coup, bah, je partageais, mon aventure entrepreneuriale, je partageais mes réflexions et cetera. Et donc j'avais déjà créé une communauté et c'est pour ça que je recommande à tous les entrepreneurs de créer une communauté, en tout cas s'ils aiment bien créer du contenu et cetera. Parce que c'est aujourd'hui, un des plus gros assets, qu'on a et aujourd'hui la vie d'un entrepreneur, bah, c'est créer des projets, arrêter, recommencer et dans 90 des cas, tu vas pas avoir la même boîte toute ta vie. Tu vas changer de projet, tu vas faire évoluer tes offres, tu vas faire évoluer même tes discours, tes messages, tu évolues en tant que personne, donc tu vas pas rester dans un seul truc et donc la meilleure manière de pouvoir créer une carrière qui te permet d'évoluer comme tu veux, c'est d'avoir une communauté qui va toujours te suivre pour qui tu es et justement qui va te suivre dans tes aventures et dans ton évolution et donc je suis très contente d'avoir créé cette communauté très jeune parce que ça m'a permis, en fait, de rebondir quand j'ai fermé Risap. Parce que j'ai fermé Risap et tu vois, 2 semaines après, j'ai mis une story, j'ouvre mes coachings, one-one, sur le personal branding. Parce que c'est ce que j'avais fait. En fait, moi, j'avais incarné Risap et j'avais vendu Risap avec mon image. Et donc, en fait, quand j'ai fermé, il y a pas mal de gens qui m'ont dit: «OK, bah, moi, j'aimerais trop que tu m'expliques comment tu as fait pour incarner la marque, comment tu fais pour faire du contenu, en tant qu'entrepreneur». Et donc très naturellement, en fait, on m'a demandé, j'ai ouvert des sessions de coaching et ça a commencé comme ça, tu vois? Donc au début, c'était juste des one-one, d'1 heure et après progressivement, j'ai fait évoluer. Après progressivement, on m'a dit: «Mais attends, j'aimerais bien que tu m'écrives mes posts». Après j'ai rencontré Thibaut Louis, que tu connais aussi, qui a commencé, qui m'a proposé d'être coach dans son bootcamp LinkedIn. Et après qui m'a envoyé des clients, qui m'ont demandé du ghostwriting et donc voilà, c'est comme je te dis, c'est des rencontres, des opportunités et ça s'est passé comme ça. Et donc après, enfin, plutôt avant, en même temps, tu as ouvert un podcast. Ça fait depuis 3 ans que tu as un podcast. C'est fou, ça. Ouais, du coup, le podcast, je l'avais créé avant même, que j'avais encore Issap quand j'avais créé, le podcast et ça, au début, c'était vraiment un projet, limite pour moi. D'ailleurs, il s'appelle Note à moi-même, donc ça porte bien son nom parce que, moi, j'ai toujours été une grande fan de podcasts. J'ai toujours, même, tu vois, l'entrepreneuriat, je l'ai appris avec, les podcasts. J'écoutais énormément de podcasts américains, quand je me suis lancée, j'ai toujours eu des en fait, j'ai toujours un podcast dans les oreilles, même aujourd'hui, dès que je marche dans la Tu as rue. des noms peut-être, des noms de podcasts à regarder, à écouter? Ouais, bah, moi j'écoute beaucoup, les gros podcasts américains, Diary of a CEO de Steven Bartlett, de Modern Wisdom de Chris Williamson. Globalement, c'est les 2 podcasts qui m'ont beaucoup aidée, parce que ça montre vraiment le mindset américain sur Mmh. l'entrepreneuriat et donc j'ai toujours été une grande fan de podcasts et en fait, j'ai écouté même c'était un peu, précurseur en France, tu vois? J'écoutais les podcasts en 2015-2016 et tout et en fait, à cette époque-là, limite, il y avait pas assez de podcasts pour moi en français. Tu vois? Donc j'avais déjà genre j'avais mes podcasts préférés et j'avais déjà, tu vois, des semaines déjà écouté tous les podcasts, possibles. Il fallait que j'attende que les podcasts de la semaine d'après sortent et du coup, je me disais: «Mais il y a pas assez d'offres de podcasts en français», alors qu'aux States, en anglais, il y a beaucoup d'offres de podcasts et on manque vraiment, de contenu, et en même temps, je me disais: «Mais j'ai très envie de documenter, mon aventure entrepreneuriale» et au début, je l'ai plus fait pour moi en mode: «Ah, j'ai envie de me créer un peu des souvenirs», de même me créer un terrain d'expression, un terrain de réflexion. Parce que pour moi, c'était hyper utile aussi donc j'ai commencé en 2022, je crois et donc c'était très Septembre 2022. ah voilà, tu connais mieux que moi. C'était très utile pour moi parce que ça me permettait, en fait, d'avoir un moment dans ma semaine où je me posais et je réfléchissais à mes réflexions, à ce que j'avais appris cette semaine, à mes déclics et du coup, c'était un peu un espace, ouais, d'introspection et juste je le mettais en ligne et en fait, au début, même personne le savait, tu vois? Genre, je communiquais presque pas dessus parce que je communiquais sur Isap. Il y avait très peu de gens qui savaient que j'avais un podcast et c'est que, du coup, en 2024, quand quand on a fermé Risap, que je me suis dit: «Ah mais en fait, le podcast, c'est vraiment un des projets qui me tient le plus à cœur et que j'adore faire. Donc je vais le remettre un peu sur le devant de la scène et je vais en parler plus et donc j'ai commencé mes formats podcast d'août où en fait, au mois d'août, je fais un épisode par jour. Donc c'est là où ça a pris, où j'ai augmenté mon nombre d'écoutes, où il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à écouter et aujourd'hui où c'est vraiment un vrai projet pour moi. Ouais, c'est super parce que tu as créé ton propre média, en fait. Tu as créé ton personal brand, ta marque, alors que, tu aurais pu développer, la marque de ton entreprise, en fait. Et donc là, ça t'a permis de switcher aussi vers autre chose alors que et puis t'emmener ta communauté avec toi. Ouais, c'est ça.
Mais c'est hyper important, je pense vraiment que c'est hyper important de créer son propre média aujourd'hui, dans le sens où c'est vraiment, le meilleur investissement qu'on peut faire au-delà d'une boîte, tu vois? C'est vraiment le meilleur investissement parce que même après tu monétises en fait, tout ce que tu fais après tu pourras le monétiser parce que tu auras ta marque et tu auras ta communauté. Moi, en fait, j'adore aussi, tu vois, avoir plein de projets différents, qu'on me propose des opportunités diverses et variées. J'aime bien ce truc de, je sais pas, je me dis: «Bah, peut-être la semaine prochaine, je vais avoir une nouvelle opportunité qui va avoir rien à voir», tu vois? Là, on m'a contactée pour que je fasse des cours dans une école. Bah, ça me fait kiffer, tu vois, de me dire: «Bon, bah» en fait, le fait de créer, ta personal brand, c'est que tu te rends visible pour qu'il y ait des opportunités qui viennent à toi Mmh. et donc tu as une vie qui est pleine de surprises parce que du coup, tu te dis: «Bon, bah, c'est quoi quelle opportunité qui va tomber aujourd'hui?» tu vois? Et ça, j'adore parce que du coup, ça t'emmène à des endroits, que tu aurais pas imaginé. Mmh. Il y a un truc que tu as dit là, par rapport au podcast que tu suivais. C'est vrai qu'on voit venir, des États-Unis des podcasts où on parle d'entrepreneuriat, mais de façon globale quoi. Entrepreneuriat 2.0 où c'est pas juste ton business qui compte, mais c'est également, ben, le personal brand et aussi et surtout ton corps. Et j'ai l'impression que ce que tu partages dans tes podcasts, c'est ça aussi. C'est prendre soin de soi-même, de son corps, faire, du sport, bien manger, bien dormir et cetera. Tu peux développer un petit peu, ce côté-là, les habitudes que tu as mises en place? D'où te vient en fait le fait que tu sois sensible à ça? Clairement, c'est vraiment ce que j'essaie de prôner dans le sens où, bah, j'ai eu ma première aventure, Resap dans lequel enfin, avec laquelle je pensais que le entreprendre, c'était que du business. Donc j'ai eu cette vision-là de, en fait, je lance ma boîte, modèle start-up, l'objectif, c'est juste de faire du chiffre d'affaires, et de faire du business et ben, en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas et que c'était un modèle qui n'était pas viable parce que si tu prends pas soin de ta santé, ta boîte, elle peut pas marcher et du coup, dans ma deuxième phase là de mon 2e cycle entrepreneurial, qui a commencé après la liquidation, j'étais vraiment dans un modèle qui était beaucoup plus pas entreprendre son business, mais vraiment entreprendre sa vie et entreprendre sa vie, c'est entreprendre sur tous les plans. Donc c'est avoir, c'est avoir son business et créer cette sécurité financière et cetera avec l'objectif chiffre d'affaires, mais il faut aussi l'objectif santé, l'objectif relationnel, l'objectif, introspection et c'est vraiment te créer cette vie, multidimensionnelle qui va faire en sorte que tu vas pouvoir performer et surtout créer une vie, qui est vraiment épanouissante. Donc aujourd'hui, c'est plus ce que je prône, en fait, c'est vraiment, avoir ces piliers et en fait, avoir ces KPI sur différents piliers et avancer dessus, quoi. Et le chiffre d'affaires n'est qu'un pilier parmi d'autres. Et puis ça va tout dans la même direction, c'est ça? Ouais Si tu vas bien, le business va bien. et ça, c'est inévitable. Si toi, tu vas pas bien, ton business ne va pas bien. Si toi, tu vas bien, ton business a plus de chances, du moins, d'aller bien. Et du coup, c'est quoi tes projets aujourd'hui? Bah, mes projets aujourd'hui, c'est avoir mon podcast notamment moi-même et le développer encore, encore plus. Et je fais aussi là des bootcamps pour femmes entrepreneurs. Je vais faire un TEDx, c'est la nouveauté, Ouais, qui a été j'ai su annoncée ça ce matin. aujourd'hui. Je vais faire un TEDx, du coup, je pense que d'ailleurs, j'ai aussi parlé de ce sujet-là au TEDx, le 6 décembre, Tu as déjà un et titre pour le TEDx? j'ai pas encore le titre, mais je pense que je vais parler de, tu vois, comment faire de son échec, un levier Ouais. pour parler de tout ce qu'on vient de dire là et puis j'ai commencé aussi les podcasts live. Donc je fais maintenant une fois par mois, une soirée podcast, avec ou sans invité. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de créer des événements dans la vraie vie. Parce que c'est aussi cool, tu vois, de pouvoir faire des ponts dans la vraie vie, créer des vraies rencontres, et de pouvoir connecter. Donc voilà, plein de projets et après, j'aimerais bien enfin j'ai plein de projets en tête. J'aimerais bien, créer développer mon merch avec Note à moi-même et cetera. Donc ça, c'est plein de projets qui vont arriver aussi en 2026. Et du coup, tu monétises, ça comment? Je monétise, bah, avec une partie, sponsoring, influence. Après, il y a une partie, bah, du coup, service avec mes propres offres et Donc là, le bootcamp, c'est ça? Tu fais toujours du one-one? je fais toujours, du one-one, ouais, avec quelques clients. Donc j'ai toujours à peu près 3 clients par mois, que j'accompagne en personal branding sur leur stratégie de visibilité et de création de contenu sur Instagram et LinkedIn, plus les bootcamps. Donc ça, c'est mes offres à moi.
de service, plus le sponsoring et l'influence sur le podcast et ma création de contenu sur Insta et LinkedIn. Ah, tu fais Globalement, toujours de la création, du ghostwriting sur LinkedIn? je fais plus de ghostwriting, Ah, non. ok, d'accord. Je Non, croyais que tu parlais de création de contenu. Non, de contenu, de ton contenu à toi. mon contenu à moi, ouais. Et je suis curieuse de voir un petit peu qu'est-ce que tu as mis en place comme routine, parce que je suis sûre que tu en as plein en plus. Ça doit être Ouais, super intéressant. ouais. Tu te lèves le matin, tu fais quoi par exemple? Bah, alors, ça dépend, mais déjà, je bois de l'eau. Première chose, c'est que en général, je bois un Et tu grand. t'arrêtes pas, voilà. Voilà, et on continue. En général, je bois un grand verre d'eau. Et après, j'essaye d'avoir une morning routine. Donc, les jours où je suis pas, enfin, où je suis pas en train de courir parce que je priorise quand même mon sommeil. Donc, je me réveille en général à 8 heures. Donc, tu vois, si j'ai pas de en fait, soit j'ai un rendez-vous à 9 heures et du coup, bah, je pars directement me préparer et j'y vais. Soit si j'ai un peu plus de temps, tu vois, si mon premier rendez-vous, il est à 10 heures et tout, ce que j'essaie de faire, le plus souvent, en général, je vais rester un peu dans mon lit, je vais écrire. J'ai toujours un cahier à côté de mon lit avec, un stylo, je vais écrire, je vais essayer de bouquiner un petit peu, de lire quelques pages, et de faire un petit peu de sport, de mouvement. Souvent, je prends une vidéo YouTube, tu vois, de 10 minutes et je fais 10 minutes, juste pour, me réveiller. Après, je me prépare, je prends mon petit déjeuner salé, depuis que je fais Pareto et qui est l'accompagnement de Flavio qui est passé dans ton podcast juste avant et après je commence à travailler. C'est le matin, moi, où je suis le plus, concentrée. Donc en général, c'est là où j'essaie de mettre le plus mon deep focus le matin. Travailler vraiment sur les tâches où j'ai besoin de créer quelque chose, de produire. L'après-midi, je vais plus faire mes calls. C'est plus l'après-midi où à partir de 14 heures, tu vois, que je programme, les appels, les visios et cetera parce que je sais que je suis un peu plus, fatiguée et donc c'est plus facile pour moi de juste être dans l'interaction et après en général, je retravaille, en focus, tu vois, vers 17 heures, de 17 heures à 19 heures. Et après 19 heures, j'essaie de couper. Je suis pas du tout du soir pour travailler. Donc j'essaie de couper et souvent, tu vois, souvent on va marcher avec Alexis, mon copain, on part, se balader un peu dans Paris, on marche, on dîne et puis après, être tranquille à la maison le soir, Ou alors un rituel particulier à part le fait de marcher? souvent marcher après dîner, c'est très agréable. Ce que j'essaie de faire, c'est vraiment essayer de, tu vois, être à 22 heures, dans mon lit, sans écran et cetera. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le luxe, tu vois? Quand je sais que j'ai une soirée tranquille où je peux être chez moi, manger tôt, être au lit tôt, j'adore parce que c'est là où je me sens le mieux. Parce que je sais que le lendemain, ça va être bien, je vais être en forme et je sais, tu vois, que même si c'est pas une soirée, intense, fête et tout, mais juste si je sors juste, tu vois, même dîner avec, des amis, juste le fait de dîner, même si je rentre à 22 heures, juste le fait d'avoir été, tu vois, avec du monde le soir, ça va me fatiguer pour le lendemain. Mmh. Et donc forcément, je vais être moins productive, je vais avoir moins d'idées, donc ça a quand même un impact. Donc j'essaie de pas faire plus d'une sortie par semaine. Mmh. Ça, c'est important parce que, en fait, je me suis rendu compte avec le temps à quel point mes routines me permettaient d'être ancrée et d'aller beaucoup mieux même, enfin, en fait, d'être beaucoup plus, dans la clarté d'esprit, de beaucoup mieux savoir où je vais et ouais, vraiment de me sentir mieux, d'avancer plus et cetera. En fait, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est tellement quelque chose d'imprévisible et d'instable qu'il faut remettre de la stabilité sur des points que tu peux créer dans ta vie. Donc notamment, tu as le fait d'avoir tes routines, le fait d'avoir un chez toi où tu te sens bien, le fait d'être, même, stable, par exemple, dans ta vie de couple ou avec tes amis proches, avec ta famille. C'est hyper important, je trouve, quand tu es entrepreneur parce que tu as besoin d'ancrage. C'est tellement instable, tu vois? Ta journée, elle est tellement, il y a toujours des mauvaises nouvelles, des trucs qui se passent, c'est challengeant, ça te demande beaucoup d'énergie. Donc si, en plus, dans ta vie perso, tu es pas ancré et que même dans ta vie perso, c'est aussi, instable, bah, tu as trop d'instabilité dans ta vie, tu vois? Et des fois, je le ressens aussi en voyage. Quand je voyage trop longtemps, par exemple, je me dis: «OK, genre là, c'est trop instable parce que, heu, là où je dors, c'est instable et mon pro, c'est instable». Et en fait, j'ai besoin d'être, tu vois, c'est pour ça que là, j'ai passé 2 semaines, en dehors de Paris. Bah, je suis contente aussi de rentrer à Paris parce que je me dis: «OK, je retrouve un ancrage qui me permet, d'y voir plus clair dans mon business», en fait. Tu bien cuisiner? Ouais, j'aime bien cuisiner,
Mais tu vois, j'ai testé pas mal de choses aussi niveau food. Tu vois, cet été, j'ai vraiment essayé de réduire les gluten, enfin le gluten et les glucides. Et c'est vrai que ça m'a grave aidé d'un point de vue énergie et C'est tout. vrai? T'as remarqué une différence? Ah ouais, de fou. Ah ouais? De fou. En plus, c'était au Portugal, en ouais, plus? j'étais au Portugal. Bah, justement, en fait, je suis partie un mois à Lisbonne là, au mois d'août. Et j'ai profité de ça pour me dire, bah, parce qu'en fait, c'est trop dur de changer tes aliments, enfin, ton alimentation dans ton environnement. Tu vois, à Paris, je suis tout le Ouais. temps avec Ouais. des gens, en train de déjeuner avec des gens et tout. Et du coup, j'ai essayé, mais c'est trop dur. Parce que tu vas au resto avec des gens. Dans le resto, il n'y a pas de trucs sans gluten. Nan, nan. Et du coup, je me dis, bon, moi, je vais profiter de Lisbonne où, en fait, je vais pouvoir là-bas faire mes plats, avoir moins de rendez-vous à Ouais, l'extérieur t'es et dans tout. un autre univers, quoi, dans un autre environnement. Tu Ouais. testes. Et du coup, j'ai fait 2 semaines sans gluten et j'ai vraiment vu la différence. Mm. En fait, même mon corps, il a dégonflé, tu vois. Genre, j'ai vraiment vu que ça crée de l'inflammation. Mon corps, il a dégonflé. J'ai beaucoup plus d'énergie. J'étais beaucoup moins fatiguée après les repas, etc. Donc, j'ai vu l'impact. Là, de retour à Paris, c'est vrai que c'est hyper dur de manger sans gluten. Ah, Mais t'as pas réussi à garder cette habitude? non, j'ai pas Mais t'as maintenu, réduit peut-être? mais j'ai réduit. Et en Mm. fait, là, maintenant, j'essaie vraiment tu vois, de réduire. Genre, j'ai pris conscience de ça. Tu vois, avant, j'étais tout emballonnée. J'étais en mode, je suis tout emballonnée, mais je sais pas pourquoi. Mm. Et peut-être que je suis. Je sais pas, je pensais que j'avais des problèmes, tu vois, d'hormones, de trucs que tu vois tout le temps sur les réseaux. Et in fine, juste, je pense que je mangeais trop de glucides, trop de gluten. Et donc là, j'ai pas arrêté totalement, mais j'essaie de réduire vachement des trucs simples. Mais genre, tu vois, j'ai plus acheté de pain. Pour le matin, je mange plus de pain. J'ai des petites galettes sarrasin. Je prends des petites galettes sarrasin sans gluten, tu vois. Et du coup, déjà, le petit déjeuner juste salé. Ouais, ça a changé. Ça Ouais, change ta vie, ouais. Mm. je prends des œufs, avocats, jambon, galettes sans gluten. Bah, déjà, le matin, je suis plus en forme Mm. que quand je me Incroyable. prenais une tartine de pain, tu vois. Si je prends des gluten aussi, je vais essayer de réduire la portion, tout simplement. Mm. Ouais. Tu vois, au lieu de me dire, OK, je prends une grosse assiette de pâtes, bah, je vais prendre un tout petit peu de pâtes et je vais prendre de la salade, des protéines à côté, etc. Mm. Donc ça, c'est pas mal de trucs qui m'ont aidé à mieux me sentir. En fait, le truc que j'ai compris en santé cette année, moi, parce qu'avant, je connaissais pas grand-chose en santé et j'ai vraiment appris là, tu vois, c'est que c'est vraiment plein de détails, quoi. C'est plein de détails et plein de petites habitudes qui font que si tu les tiens sur le long terme, tu vois l'effet cumulé et ça marche. Mais c'est vrai que, tu vois, de prime abord, tu te dis, OK, ben, c'est quoi le grand secret ou c'est quoi la recette miracle qui va faire que ça va marcher? Mais en fait, il n'y a pas de recette miracle. C'est juste plein de petits trucs. Si tu les fais assez longtemps, tu vas avoir la transformation sur ton corps. Si tu tiens, genre, tes 10 000 pas par jour, manger moins de glucides, manger salé le matin, bien dormir tôt, boire assez d'eau, tu fais ça pendant 2 mois, bah, au bout de 2 mois, tu vois vraiment les effets, tu vois. Et en fait, j'avais toujours essayé de faire ça. Mais à chaque fois, je faisais 2 semaines et je me disais, bon, il n'y a pas de résultat, je suis toujours autant fatiguée, ça ne changera pas. Et là, pour la première fois, je l'ai vraiment tenu 2 mois et j'ai vu la différence. J'ai vu à quel point tu es plus en forme. Et c'est vraiment un chemin aussi tu vois, de trouver les trucs qui te conviennent à toi. Et ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut tous les sacrifices que tu as faits? Parce que c'est vrai que moi, c'est souvent ce qu'on me dit en coaching, c'est qu'on me dit: «Bah non, je suis pas prêt à arrêter mon chocobon, arrêter ma tartine de pain, arrêter en fait des choses qui me font du mal. Je le sais, mais j'ai pas envie parce que la vie est trop courte». Bah, la vie est trop courte. Je trouve que la vie est aussi trop courte pour être tout le temps dans un brouillard mental et tout le temps fatigué, tu vois. Moi, je suis pas dans un mindset de restriction à 100 etc. Mais je trouve que c'est hyper cool et que ça vaut le coup, en tout cas, d'être sur le chemin, de tester des choses, des habitudes, des régimes, des trucs, en fait, qui vont te permettre de voir qui tu es quand tu es en forme, en fait. Mmh. Parce qu'il y a un monde où tu es en forme et tu es bien avec ton corps et c'est possible. Et en fait, je pense qu'on n'a tellement pas été éduqués là-dessus. Tu vois, moi, pendant longtemps, je pensais que mon corps me freinait. Je pensais que mon cerveau allait plus vite que mon corps et que mon corps, c'était un boulet, tu vois, que c'était lui qui était fatigué, mais que moi, je pouvais continuer.
j'ai vraiment appris à me reconnecter à mon corps, à voir qu'en fait, ça pouvait devenir un allié, que les messages qu'il m'envoyait, c'était pour une raison. Et tout ça, ça m'a permis au final d'apprendre à mieux me connaître. Et je pense que c'est quand même une des clés d'apprendre à se connaître et de savoir quitter et du coup de savoir où tu veux aller. Et surtout, moi j'ai vachement cette question-là, c'est qui tu peux être quand tu es en forme, qui tu peux être quand tu crois en toi, qui tu peux être quand tu as l'esprit qui est clair et à quel point tu peux réaliser des choses. On n'a pas conscience de tout ce qu'on peut réaliser, de à quel point on peut réaliser nos rêves, réaliser nos objectifs, construire la vie qu'on a vraiment envie d'avoir. Mais pour ça, il faut avoir de la clarté d'esprit, il faut pouvoir réfléchir, faut pouvoir savoir écouter son corps, son intuition, les signes qui t'envoient. Et donc tout ça, c'est un apprentissage. Et il y a des tests que tu as envie de mettre en place là bientôt pour voir c'est quoi le next step au niveau de ton corps. Qu'est-ce que tu peux tester avec lui? Qu'est-ce que tu as envie de tester pour l'honorer davantage, quoi? Déjà, je me suis inscrite à un semi-marathon. Waouh! Déjà. Ah oui. Ah oui, quand même. Donc, normalement, je vais faire le semi-marathon de Paris en 2026. Waouh, bravo. Merci. Il faut que je le fasse, mais merci. Et tu vois, là, dans l'idée de, du coup, faire un défi sportif. Ouais, super. Donc, j'ai envie de voir ce que je vaux sur ça et aussi de travailler le mindset par le sport. Je sais que la course, ça travaille vachement le mindset. Donc, c'est un peu mon prochain test. Mais après, c'est vrai que d'un point de vue aussi alimentation, j'ai envie de me tenir encore plus, tu vois, à ce truc de... En fait, j'ai vu ce qui marchait aujourd'hui pour moi. Et donc, c'est cette rigueur et la discipline qu'il faut, tu vois, pour... tu vois, même le sucre, j'ai vu clairement que quand j'avais réduit le sucre aussi... En fait, ce qui est cool, c'est que quand tu réduis le gluten, en fait, tu réduis quand même beaucoup de choses... direct, t'as plus... Il y a pas mal de tentations qui sont effacées direct, quoi. Donc, du coup, quand je mangeais plus de gluten, je mangeais beaucoup moins de sucre. Donc ça, c'était plutôt positif. Et j'ai vu aussi l'impact sur mon cerveau, l'énergie, etc. Donc il y a aussi ce sujet-là, tu vois, que j'aimerais bien réduire le sucre. C'est un sujet, je sais, qui te parle aussi beaucoup. Mais réduire le sucre, réduire le gluten. En fait, continuer d'apprendre sur la santé. Continuer d'être sur ce chemin d'apprentissage de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me permet d'être en forme, quels sont les super aliments, tu vois, qui me permettent de me rebooster. Et puis l'autre phase dont on n'a pas parlé, mais c'est aussi toute la partie de repos, qui est un truc qui n'existait pas dans ma vie avant. Et là, maintenant, je sais que le repos est nécessaire. Et si tu as une phase intense, faut que tu aies une phase aussi de repos et de récupération, tout simplement. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'implémente dans ma vie petit à petit. Ok, hâte de découvrir la suite. Merci beaucoup, Mona, pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? On peut me retrouver du coup sur Instagram, mona.bouchtita, au même nom sur LinkedIn, et surtout sur mon podcast Note à moi-même. Il y a plus de 150 épisodes aujourd'hui, donc vous pouvez aller écouter. Il y a plein de choses à écouter avec des invités ou en solo. Donc voilà. Super. Merci beaucoup, Mona. Merci à toi, à très vite.